Bonjour, Tatiana Kastouyeva-Jean, bonjour. Vous êtes spécialiste de la Russie à l'IFRI. Vous publiez un nouveau livre en janvier, La Russie en 100 questions aux éditions Talendier. Et nous allons parler aujourd'hui de la diplomatie russe dans les crises qui nous occupent aujourd'hui. Alors, Vladimir Poutine est allé cette semaine à Damas, sur les bases militaires de la Russie. Il a annoncé le retrait d'une partie significative des forces qui interviennent en Russie depuis 2 ans. Est-ce que ce retrait militaire est significatif? Est-ce qu'il va être réel? Parce que ça fait déjà 2 fois que le président russe annonce un retrait de ses forces qui n'a jamais été effectif. En effet, c'est la 3e fois même, je crois, qu'il annonce un retrait partiel des forces. Et en effet, cette fois-ci, semble-t-il que les effectifs seront réduits au moins de 50%. Mais il ne faut pas oublier dans cette histoire que d'une part, Vladimir Poutine, la Russie a recouru dans cette crise aussi aux contractuels, aux armées privées. Et donc ça, on ne sait pas combien ils sont exactement sur place et que deviennent-ils après cette annonce. Et par ailleurs, la Russie, il faut le savoir, va quand même garder 2 bases militaires en Syrie, à Tartus et aussi à Khmemim, la base pour les avions. Aérienne et base terrestre. Et la base, voilà, pour la marine russe. Et donc, avec ces bases-là, en réalité, le retour de la Russie peut s'opérer aussi à tout moment, parce qu'il y a des installations sur place qui le permettent. Donc, le retrait annoncé est à prendre avec des nuances, quand même, à mon sens. Des pincettes. Alors, on a beaucoup dit que Vladimir Poutine n'avait en Syrie et au Moyen-Orient en général qu'une vision tactique, qu'une position tactique. Mais finalement, il a réussi la plupart de ses objectifs pour l'instant. Avec l'Iran et Bachar el-Assad, il est pour l'instant le principal vainqueur de cette guerre syrienne. Alors, est-ce que finalement, Vladimir Poutine n'est pas aussi un stratège ? Je pense que Vladimir Poutine a très précisément ses objectifs stratégiques en tête. Ensuite, la stratégie peut changer, il peut s'adapter en fonction de la conjoncture, du moment, des rapports autant sur le terrain qu'au niveau global, mais les buts stratégiques sont là. Et dans le cas précis, les buts stratégiques étaient assez clairs. C'est d'empêcher la chute du régime Assad, mais aussi de maintenir le rôle international de la Russie dans cette région. Et les 2 buts sont très clairement atteints. Je pense que la stratégie aurait pu être différente, mais elle a été ce qu'elle a été, et c'est un succès militaire. Alors le Kremlin essaye aujourd'hui de transformer cette victoire militaire en succès politique, soit à Genève, où se déroulent des négociations sous l'égide de l'ONU, soit à Astana, la capitale du Kazakhstan, où Vladimir Poutine, avec la Turquie et l'Iran, a créé des espèces de pourparlers parallèles. Est-ce que la Russie a aujourd'hui à la fois l'influence, la force, l'entre-gens également, pour en fait imposer, et la volonté, pour imposer, favoriser une transition politique et donc transformer encore une fois ce succès militaire qui est quand même évident en succès politique? C'est toute la question, parce que la Russie a lancé les négociations à Astana avec la participation des puissances régionales, l'Iran et la Turquie, qui, on ne sait pas trop de quelle manière, sont connectés aux négociations à Genève. Et ce sera tout le débat, comment en fait entamer cette transition en impliquant la communauté internationale et notamment l'ONU, parce que sinon cet accord ne sera pas tenable. Et Vladimir Poutine, évidemment, dans son jeu, il n'est pas tout seul à décider. Il y a aussi la personnalité d'Assad, et on avait vu avec les attaques chimiques que ce n'est pas toujours que Vladimir Poutine avait complètement la main sur les décisions et le comportement d'Assad. Il y a aussi la Turquie, il y a l'Iran, il y a la relation complexe avec les États-Unis. Donc il y a plusieurs paramètres en fait en jeu avant de dire voilà, le règlement se fera sans accroc. Alors justement, est-ce qu'il est possible de savoir quelle est l'influence que peut exercer Vladimir Poutine sur Bachar el-Assad? Elle a l'air en partie très importante, hein, puisque le régime syrien ne doit sa survie et son maintien qu'à l'intervention de ses parrains, l'Iran et la Russie. Et en même temps, on a l'impression que Vladimir Poutine n'arrive pas à en fait, imposer à Bachar el-Assad
une solution qui permettrait d'avoir une partie de l'opposition syrienne au sein du gouvernement. En tout cas, c'est ce qu'on constate à Genève. Alors, quelle est, pour le dire de manière très simple, quelle est l'influence de Vladimir Poutine sur Bachar el-Assad ? Si vous avez regardé la dernière vidéo de oui, visite c'est la raison pour laquelle je vous pose cette question. Voilà, l'image est extrêmement nette. C'est Vladimir Poutine qui est le numéro 1 et son protégé Assad est un peu derrière, qui est retenu par les généraux pour pas coller trop Vladimir Poutine. En réalité, avec les attaques chimiques, par exemple, au printemps auxquelles je faisais allusion, on avait l'impression que Vladimir Poutine est aussi un peu dans le piège qui lui est tendu par Assad, qu'il est obligé d'aller jusqu'au bout dans le soutien de ce président. Et je pense que les relations ne doivent pas être... on les a vues très chaleureuses dans cette vidéo, mais je pense qu'elles n'en sont pas complètement dénuées d'arrière-pensée et qu'Assad, il a aussi son rôle à jouer et à trouver finalement sa place entre les puissances qui l'ont aidé, autant la puissance régionale qui est l'Iran que la puissance aujourd'hui globale qui est la Russie. Alors, autre dossier chaud, brûlant même, à la fois pour les Européens et pour la Russie, l'Ukraine. L'Ukraine où les conflits sont un petit peu refroidis d'ailleurs, et où les accords de Minsk, qui avaient été poussés par l'Allemagne et la France, en compagnie de l'Ukraine et de la Russie, sont complètement enlisés. Les Ukrainiens d'ailleurs n'hésitent pas à dire qu'ils sont morts. Quelle est aujourd'hui la stratégie de Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Ukraine ? L'Ukraine qui, on l'a vu cette semaine, est prise dans un nouveau chaos politique avec une opposition dirigée par l'ancien président géorgien qui manifeste à nouveau dans la rue pour faire tomber le gouvernement. Alors, quelle est l'attitude de la Russie aujourd'hui ? Les accords Minsk 1 et Minsk 2 ont été conclus dans la foulée des batailles qui ont été extrêmement douloureuses et qui ont entraîné beaucoup de pertes pour l'armée ukrainienne. On voit les conditions difficiles dans lesquelles ces accords ont été signés, mais on savait depuis le début que ces accords allaient être extrêmement difficiles à mettre en place. Il y a vraiment des désaccords de fond. La Russie, aujourd'hui, tient à l'exécution de ces accords à la lettre et dans l'ordre des points tels qu'ils sont énoncés dans ces accords. Donc d'abord, le retrait des troupes, mais en même temps les élections. Alors que pour les Ukrainiens... C'est le contraire. C'est le contraire. C'est les questions sécuritaires qui sont extrêmement importantes. Et tant que les questions de sécurité ne sont pas réglées, ils ne sont pas d'accord pour organiser les élections dans ce territoire-là. Et le président Poroshenko, en interne à la Rada, est extrêmement mal pour faire passer ces accords-là. Donc en effet, les Ukrainiens disent les accords sont morts et les Russes insistent sur leur application à la lettre. Et les Européens se retrouvent entre les deux en souhaitant appliquer ces accords sur lesquels ils avaient posé leur signature et en même temps en se rendant compte à quel point c'est difficile de faire concorder les deux positions. Les Ukrainiens cherchent à élargir le format, changer le nombre de participants, faire appel aussi à ce dialogue privilégié entre Kurt Volker côté américain et Vladisław Surkov l'envoyé côté spécial russe. Du département américain en Ukraine, un diplomate. Ah, absolument. Et de fait, les accords de Minsk sont enlisés et on se pose la question si le gel du conflit ne sera pas la solution, pas la meilleure, mais la moins mauvaise pour les deux parties, qui leur permettrait de ne pas perdre la face vis-à-vis de leur opinion publique, mais aussi éviter la reprise des combats et d'autres pertes humaines. D'accord. Et sur la stratégie de Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Ukraine, mais aussi de la Géorgie, des pays baltes, de toutes les anciennes républiques soviétiques, est-ce que vous la voyez bouger en fonction des nouveaux événements qui ont eu lieu sur la scène internationale, c'est-à-dire est-ce que la Syrie a une influence sur la politique étrangère de Vladimir Poutine dans la région? Est-ce que l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui est quand même qui finalement n'a pas été si positive que ça pour Vladimir Poutine, est-ce que ça influe? Quelle est aujourd'hui est-ce qu'il y a une politique? Est-ce que la politique russe dans cet ancien espace soviétique a changé? Je pense qu'il y a un objectif qui est très clair, c'est de garder la main pour Moscou sur les choix stratégiques dans les capitales de ces pays. C'est-à-dire, ça concerne avant tout l'adhésion à l'OTAN
et l'adhésion à l'Union européenne. Et ça, c'est quelque chose dont la Russie ne veut pas. Autant les pays baltes, ça a été accepté en 2004, les pays baltes sont entrés en Union européenne et à l'OTAN, donc ça, on n'en parle plus. En revanche, les autres pays, la Russie tient à ce qu'ils gardent en quelque sorte un statut neutre, et encore mieux si ces pays-là participent à son propre projet d'intégration régionale, qui est l'Union économique eurasienne. Ça, c'est le grand objectif qu'il ne faut pas perdre de vue. Et je pense que par rapport à l'Ukraine, aujourd'hui, Vladimir Poutine laisse le temps faire et pense que le temps joue pour lui. Vu les événements de ces derniers jours en Ukraine qui vraiment connaissent un rebondissement, vu le mécontentement de la population qui s'accumule vis-à-vis de Poroshenko, car finalement la population estime que pas grand-chose n'a changé, qu'un clan est venu pour relayer l'autre, mais le fond des choses n'a pas changé. Je pense que Vladimir Poutine pense qu'il peut attendre. Attendre que le chaos dévore le pouvoir ukrainien. Et éventuellement l'arrivée au pouvoir de quelqu'un qui aura plus une oreille un peu plus attentive à l'égard de Moscou. Et quand je dis ça, je pense à Yulia Tymoshenko, l'insubmersible Yulia Tymoshenko. Qui ressurgit avec sa grosse natte blonde absolument légendaire tous les ans sur la scène politique en Ukraine depuis très longtemps. Tout à fait. Alors, dernière question, Tatiana Kastouyeva-Jean. Au milieu, il y a l'Europe. Au centre de l'Europe, il y a la France. Est-ce que vous arrivez à décrypter la politique russe, et donc aussi ukrainienne, d'Emmanuel Macron ? Je pense que ce que je vois pour l'instant, c'est plutôt la continuité avec la politique de François Hollande, c'est-à-dire une sorte de mélange entre les ouvertures, le dialogue et la fermeté. Et à ce titre-là, la réception de Vladimir Poutine à Versailles est extrêmement significative parce qu'à la fois, on lance le format de dialogue entre les sociétés civiles, qu'on a appelé le format de Trianon, et en même temps, on affiche une position extrêmement ferme vis-à-vis des médias russes en France, qu'on nomme explicitement d'outils de propagande. On fait aussi une petite ouverture sur la Syrie et mais en même temps, on n'a pas peur de parler de la question de la défense des droits des homosexuels en Tchétchénie. Donc autant de questions qui fâchent, un dialogue franc et direct, et en même temps donc les portes qui sont ouvertes pour le dialogue. On verra ce que cette politique donnera dans les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup, Tatiana Kastouyeva-Jean. Merci à vous.